Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! Donc, bienvenue à ce premier épisode de Écologie et Société. Juste pour donner un peu la vibe et la mission du podcast. Ici, on n'a pas de jugement, là. C'est juste un espace safe, relax pour jaser d'écologie puis de société. On parle des enjeux, des petites et grandes contradictions, des idées qui font avancer. Puis des fois, on rit un peu, là. Fait que c'est un endroit pour partager, réfléchir ensemble, donner des voix à ceux et celles qui, justement, veulent que le monde soit un peu plus doux, juste, puis vivant, puis certainement plus habitable. J'accueille aujourd'hui une amie, je dirais pas de longue date, mais justement de début de podcast, justement, qui nous auront aidé à développer le podcast pour qu'on n'en parle pas. Puis justement, elle avait cette personne-là a un background en art, en musique, mais aussi elle travaille dans une entreprise qui travaille dans le domaine du zéro déchet puis de la réduction de l'empreinte écologique. Fait que, bienvenue, Eva. Dans le fond, est-ce que tu préfères que je t'appelle par ton nom genre de scène ou Eva, Jen. Ouais, ben c'est parce que dans le fond, moi puis Alex, on dit tout le temps Eva, Jen, puis je sais pas, on trouve ça tout le temps plus cool. Ça peut être Eva, Jen, comme ça on a les deux. Oui, c'est ça. En plus, dans le cover, il y a ton nom, il va avoir ton nom de toute façon. Là. Fait que, voilà. Fait que, Eva, justement, tu viens de où? Où est-ce que tu as étudié, justement, puis qu'est-ce qui t'a apporté, justement, à l'entreprise Retourne-y? Ouais, donc, moi, j'ai jamais su vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai jamais eu une matière à l'école où j'étais plus bonne que ouais, c'est ça, genre passionnée. Que ça m'animait plus que d'autres. Mais je savais que je voulais quelque chose quand même un peu créatif. Donc, j'ai un peu hésité. Puis, j'étais un peu intéressée par le graphisme, design intérieur. Mais bref, je savais pas trop quoi les faire. Arts, là, clairement. Ouais. Et finalement, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est plus large que ça? Et c'est comme ça que je suis tombée dans la communication. Ah, OK. Ouais, je pense que c'est un peu un domaine aussi où beaucoup de C'est personnes large, qui savent pas trop genre vers quoi se diriger, dirigent vers ça. Puis il y a plein de possibilités après qui peuvent s'ouvrir. Donc j'ai étudié la communication en Belgique, ouais, à l'Université catholique de Louvain. Parce que j'ai grandi en Belgique. OK. Et ensuite, je suis venue faire ma maîtrise à Montréal, à l'UDM, en communication aussi. Et j'avais toujours aucune idée qu'est-ce que je voulais toujours faire. encore. Okay. Ouais, non, t'as fait le bond vers Montréal quand même avec ça, c'est cool. Ouais. Courage. et puis, vers la fin de ma maîtrise, j'ai réalisé que j'avais envie de travailler en com pour une entreprise en environnement ou dans le milieu culturel, qui étaient un peu les deux domaines qui m'intéressaient. Et finalement, la vie fait bien les choses. Et à la fin de ma maîtrise, j'ai appliqué à un emploi chez Retourne-y. Ah, ton premier CV, boom, direct. J'ai appliqué à un emploi, j'ai envoyé mon CV, j'ai eu une réponse. 4 jours plus tard, on avait signé le contrat. Puis j'ai atterri là. Ça fait, si je me trompe pas, bientôt 4 ans, ouais. Okay. Et je suis toujours là depuis. Wow. Donc ça, c'est un peu mon background, je dirais un peu plus traditionnel. Ouais. Et puis, sur le côté, depuis que je suis jeune, je fais de la musique. Depuis que je suis ado, je me suis initiée au chant. Et je dirais que ça fait quelques années, peut-être 3-4 ans, que je commence à un peu plus pousser aussi ma pratique artistique de façon un peu plus professionnelle. Donc, je suis auteure, compositrice et interprète. Donc, rien de moins. Donc, c'est un peu, je dirais, les deux facettes de ma vie.
Ben, justement, là, comment ça s'est passé, justement? T'as dit que ça s'est passé, genre, t'as envoyé ton CV, puis Ouais. c'était direct 4 jours, genre, comme, qu'est-ce qu'ils ont pris de toi, genre, à l'entrevue, genre, c'est quoi, c'était ta passion, genre, pour l'environnement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? OK, on pogne cette personne-là, genre. Mm. Quand moi j'ai terminé ma maîtrise, j'avais hyper peu confiance en mes capacités à travailler en entreprise parce que j'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle. Puis je pense que ça a juste été un match. Retourne-y, ça faisait 6 mois que donc c'est une coop, puis ça faisait seulement 6 mois que la coop avait été créée. Puis ils recherchaient une première employée en communication. Et voilà, c'est tombé sur moi. Puis T'as juste un bon fit? je pense que ce qui... Bon, je pourrais leur demander, mais je pense que ce qu'ils ont aimé, c'est justement ce truc de je sais pas tout faire, je connais pas tout, mais j'adore apprendre. Puis je suis vraiment quelqu'un qui est très curieuse de tout. Et sans vraiment m'en rendre compte, j'ai été baignée un peu dans ce milieu entrepreneurial aussi, parce que quand je suis arrivée, notre service n'existait pas du tout et il y avait absolument tout à bâtir. Donc Retourne-y, en fait, pour la petite histoire, c'est une coop qui a été créée en 2020. Ah, ok. Si je dis pas de bêtises, ou 2021 en tout cas. Pendant la pandémie, je pense que c'est 2020. En fait, leur objectif, c'était vraiment de venir réduire les déchets liés aux emballages alimentaires issus des plats à emporter. Donc pendant la pandémie, on se remet en contexte, tout était fermé, les restos étaient fermés, on ne pouvait plus manger dans les restos. Et il fallait, en fait, le seul moyen de se procurer de la nourriture dans un resto, c'était dans des plats à emporter. Les Uber, les DoorDash et compagnie. Ouais. Ce qui générait énormément de déchets. Et donc, l'idée de base de Retourne-y, c'était de proposer une solution de contenants réutilisables pour les restaurateurs. Donc, le système, c'était un système où nous, Retourne-y, on louait des contenants au resto. Les restos les utilisaient pour servir des plats. Donc, par exemple, tu pouvais demander ton sushi à emporter dans un contenant réutilisable. Ça t'était servi là-dedans. Tu payais une consigne en échange de ton contenant. Tu le ramenais chez toi, tu mangeais. Et à la fin, on avait comme maillé un réseau de points de dépôt où tu pouvais ramener ton contenant pour récupérer ta consigne. OK, le point de dépôt, il n'est pas nécessairement au resto, genre. Non, en fait, c'était pas au niveau des restos parce qu'ils ne voulaient pas vraiment gérer le retour de contenants, etc. Donc, et nous, après, on appelait les points de dépôt, on leur demandait, avez-vous des contenants? Oui, nous, on allait collecter, les amener dans notre petit hub logistique de lavage, les laver, puis que ce soit réutilisé par d'autres restos. Ah ouais. Mais la consigne puis le plat de réutilisable, c'est Retourne-y qui est propriétaire, en fait. Ouais, exactement. OK. Le but, c'était que, en fait, il y ait un aspect vraiment de mutualisation, parce que c'est bien d'avoir du réutilisable, mais si c'est plein de contenants réutilisables qui dorment dans les armoires de tout le monde, tu viens quand même de puiser des ressources naturelles pour quelque chose qui va dormir la moitié du temps dans une armoire ou peu importe. Donc, un peu comme... moi, j'aime bien nous comparer un peu à une sorte de Communauto ou de Bixi, mais des contenants alimentaires. Tu vois? OK, je comprends. C'est vraiment cette idée de créer un bien qui est partagé. OK, ouais, je comprends. Qui compte vraiment bien, genre, je veux dire, c'est sûr que, comme tu dis, c'est des beaux maillages de communauté, puis en plus, tu es en contact direct avec les propriétaires et tout, c'est quand même vraiment cool. Ça, comme je disais, c'était l'idée de base, puis pendant 2 ans, on a essayé de pousser ça, on a eu des financements liés aussi des subventions. Ouais, totalement liés aussi aux sociétés de développement commercial qui financent parfois des projets pour les commerces, etc. Et en fait, après 2 ans, on s'est rendu compte qu'on n'allait jamais être rentable si on restait dans ce segment de clientèle-là, pour plusieurs raisons. Et puis, je dirais, la première, c'était vraiment la difficulté de...
en fait, on devait sensibiliser 2 publics. Le premier, c'était les restaurateurs et le deuxième, c'était les clients qui allaient dans les restos. Et c'est en fait, 2 approches différentes. c'est 2 approches complètement différentes. Puis sensibiliser les deux en même temps, c'était vraiment très difficile. Et les restos, tu sais, ils venaient de passer une pandémie. Là, ils avaient plein d'enjeux de personnel. La priorité, c'était pas sauver la C'était planète clairement de pas loin. leur priorité. Ouais. Oh, wow. Ouais. Je pense que un projet comme ça, on sera peut-être rendu dans 10 ans à avoir un modèle comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Ah ouais, toujours pas. Okay, Ouais, même après non, sortir de la pandémie pas. comme ça, genre? OK. Non. Ben, je pense que ce qui va aussi faire beaucoup bouger les choses, c'est qu'il y ait des réglementations qui poussent plus ce genre de solution-là. OK. Plus de support du gouvernement, en fait, genre. Ouais. Puis, ou autre philanthrope ou quoi que ce soit. Ouais, genre, ouais. ou même des interdictions. C'est comme en mars 2023, il y a eu une interdiction sur les plastiques à usage unique dans la ville de Montréal. Mais ça interdisait pas l'usage du plastique, ça interdisait le type de plastique. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que les distributeurs qui vendaient des barquettes alimentaires ont juste dit aux restaurateurs, bah écoutez, on va plus te vendre du plastique 6 parce que c'est interdit, ça va être du plastique 2. Fait qu'ils sont juste tous partis en plastique 2, mais t'as pas réglé le problème en faisant ça. Il aurait fallu qu'ils les condamnent tous, en fait. Genre. Ouais, bah tu sais, ou par exemple, un truc que moi j'aimerais bien qu'il se fasse, c'est que par exemple, tous les endroits où tu manges sur place, que ce soit d'office en réutilisable. Tu sais, que ce soit interdit de manger dans du jetable quand tu consommes sur place. Ouais, tu sais, déjà là, ce serait une avancée. Donc bref, nous on a fait une sorte de pivot et on s'est rendu compte que les entreprises étaient vraiment plus friandes de ce genre de solution-là. Ah ouais? OK. Via leurs services traiteurs, parce qu'aujourd'hui les entreprises, je veux dire, c'est rare aujourd'hui une entreprise qui sur son site web a pas une politique de développement durable. Tu sais, dans les grosses entreprises. Et elles veulent vraiment montrer un peu cet aspect image de marque éco-responsable. Puis le fait d'utiliser des contenants réutilisables, c'est une façon quand même assez simple de montrer à tes employés, à tes partenaires ou ton peu client, importe. Tout court, parce que le client devient de plus en plus aiguisé à regarder ça. Oui, totalement. Que tu mets en place des actions éco-responsables. Et donc là, on a commencé à vraiment plus travailler en tripartite. Donc retourne-y, un traiteur et une entreprise qui organise un repas ou des événements pour passer au réutilisable. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé aussi un nouveau contenant qui est comme une boîte à lunch réutilisable. Donc, vraiment le truc compartimenté avec ta sandwich, ta salade, ton accompagnement, puis ton dessert. Et ça, c'est vraiment venu répondre à un besoin, vu qu'ils passent des milliers en fait, et des milliers de boîtes à lunch tous les jours, les traiteurs. Et ensuite, on est allé vers du plus événementiel, donc des gros sommets, des choses comme ça, où là, c'était 1200 personnes en une journée. Et des conférences et tout. Ouais, genre, exactement. Wow, donc, on est allé vraiment plus sur ce type d'événement-là. Et on a développé un peu aussi l'offre pour tout ce qui est événements sportifs et culturels. Comme les triathlons, comme ça, genre? Exactement. Puis là, pour le moment, nos contenants sont très utilisés pour tout ce qui est les repas des employés, des bénévoles. Vu que nos contenants sont en acier inoxydable, il y a quand même une valeur liée au contenant. Donc, si jamais ça se perd... Ça coûte pas rien. Exact. C'est l'organisateur de l'événement qui doit payer pour les pertes. Mais quand c'est avec des employés, des bénévoles, etc., c'est comme un milieu un peu plus contrôlé et donc souvent les pertes sont plus faibles. Donc c'est un bon truc pour commencer à implémenter le réutilisable dans un gros événement. Puis le contenant, c'est qui les fabrique ou le fournisseur de ce truc-là? C'est québécois? Comment vous avez fait la conception ou le choix genre précis? Parce que je me dis, il faut que ça soit applicable à plusieurs contextes. Je veux dire, comment vous avez fait pour choisir ce contenant-là spécifique? Genre? Ouais, bah au niveau des restos, c'était des contenants rectangulaires. Il y avait eu un peu une étude un peu de marché. On avait dit, c'est quoi le volume, le format qui vous intéresse. Et donc, on a vraiment
on était vraiment parti. Notre premier contenant, c'est un contenant rectangulaire, Plein. 1000 millilitres, normal, quoi. Toujours en acier inoxydable. Donc tous nos contenants sont en acier inoxydable et avec un top en plastique puis un petit. Ouais, petit alors gasket, les genre. couvercles, on avait commencé en silicone. Là Ok. récemment, ils sont en plastique. Ça se recycle plus facilement. Ok. Ils sont aussi plus durables à la chaleur, j'imagine. Parce que Le j'imagine pour machine, ça doit être chaud. Hein. le silicone, c'est meilleur, je pense, pour tout ce qui est chaleur. Ouais, 100%. Mais en fait, vu que maintenant on travaille beaucoup avec les traiteurs, la majorité des plats, c'est des plats froids. Donc au final, ok. le plastique, ça convient mieux. Et au niveau du contenant, on s'était renseigné pour un fournisseur québécois ou du moins nord-américain. Puis ça avait été très difficile d'en trouver un. En fait, ils nous ont tous renvoyés en Chine parce que c'est là-bas qu'ils ont l'expertise vraiment de fabrication de petites pièces en acier inoxydable. Donc oui, nos contenants viennent de Chine, puis on s'en cache pas. Mais leur réutilisation quand même amoindrit cet impact de transport qu'il y a pu avoir. Puis tu sais, il y a beaucoup de contenants aussi qui sont commandés aujourd'hui jetables, qui viennent de Chine, etc. Oui. Donc c'est sûr que le trajet, c'est Asie, Ouais. Amérique du Nord, mais le trajet est fait qu'une fois. Et En après, même temps, c'est réutilisé, tu vois. Ouais, mais en même temps, ça a été un choix, je veux dire, du continent complet. Là. Genre, c'est quand même difficile de trouver des entreprises qui font des objets, genre du commun des mortels, je veux dire, à masse, produit en masse, en fait. C'est qui est dommage. C'est ça. Là. Puis aussi, nous, on était limité par la quantité, parce que on est quand même une jeune entreprise. On peut pas se permettre d'en acheter 1 million, tu vois. Puis le but du réutilisable, c'est pas d'en acheter comme du jetable des milliers de façon récurrente. Puis pour la boîte à lunch, par contre, on est allé chercher un financement pour développer le couvercle en Amérique du Nord. Donc lui, il est fait à Drummondville. Ah, ben, ouais, okay, cool. Donc ça, c'est quand même cool. On a au moins une partie qui est faite au Québec. Puis en plus, c'est probablement la partie qui va être le plus remplacée comme plus vite. C'est vu que la base en inox, ça va durer forever, genre. Ouais, exact. À condition qu'elle soit pas trop en contact avec des produits de chlore, là, mais oui, effectivement. Ouais. Donc c'est ça. Donc je me suis un peu évadée, je pense, dans tout ce que j'ai raconté. Mais bref, j'ai atterri chez Retournecy. Ça fait 4 ans que je suis là. J'ai commencé par la communication. Puis là, depuis 1 an, je m'occupe aussi de tout ce qui est développement des affaires. Okay. Puis c'est encore une super aventure pour moi parce que j'ai découvert non seulement le modèle coop que je ne connaissais pas avant, puis qui est un modèle très cool c'est un peu un entre-deux entre une OBNL puis une entreprise privée, genre. OK, parce que c'est ça officiellement, c'est pas un 100% un BNL. Genre, vous avez, alors, on est une coop. le droit de faire des profits, genre? Oui, en fait, même un OBNL, techniquement, ce serait bien qu'il fasse des profits pour pouvoir réinvestir l'argent dans sa mission. Puis nous, on a la particularité d'être une coop à but non lucratif. Okay. Donc, c'est si un jour on fait des surplus, parce que c'est pas encore le cas, des bénéfices, c'est réinvesti dans la mission. Puis il y a des coops qui sont pas à but lucratif. Puis bref, il y a plusieurs règlements. Parfois, c'est de l'argent qui est redistribué entre les membres. Bref, il y a plein de modèles différents. Genre, tout l'aspect coop, ça pourrait être carrément genre le sujet d'un podcast à part entière. 100%. Mais c'est très cool comme modèle. Je suis vraiment contente d'avoir joint l'équipe. Ouais, puis découvert ce modèle-là, avoir vu qu'il y a des modèles coop qui existent dans absolument tous les domaines. Tu découvres un peu plus ça, donc ça, c'est vraiment cool. Et puis ensuite, il y a aussi vraiment l'aspect entrepreneurial que moi, je connaissais pas vraiment. Et le fait d'avoir atterri dans une entreprise qui venait d'ouvrir, il y avait tout à faire. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça, donc là, j'ai développé aussi vraiment beaucoup de skills un peu entrepreneuriales. Et enfin, je dirais l'autre partie, c'est de connaître un peu plus de termes, un peu plus de sujets vraiment liés à l'environnement, comme par exemple l'économie circulaire.
C'était quelque chose que moi, je connaissais pas avant. C'est tout un monde là, complet, Ouais, là, ça, c'est totalement. sûr. L'économie circulaire, puis l'économie sociale. Puis pour celles et ceux qui nous écoutent et que c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ce terme-là, l'économie circulaire, en fait, c'est... en fait, je vais commencer par son opposé qui est l'économie linéaire. En fait, L'économie linéaire, en fait, c'est le modèle où on extrait des ressources naturelles, on les transforme pour en faire des produits. Ensuite, on les transporte jusqu'à, par exemple, une épicerie où elles sont vendues. Et puis ensuite, à la fin de leur utilisation, ces ressources-là sont jetées. Donc, on extrait, on utilise et puis on jette. Ça, c'est un modèle qui est le plus commun dans le monde, dans tout, même dans les vêtements, par exemple, dans le textile, même dans l'alimentaire, bref, dans absolument tout. Et l'économie circulaire, c'est une économie où on essaye d'éviter, en fait, la phase de jeter, et on essaye de réutiliser ces ressources qui sont déjà en circulation, en fait. Puis, tu sais, il y a le recyclage qui est le plus connu. C'est une forme d'économie circulaire, mais c'est pas la meilleure non plus. Non. Puis justement, après, on a aussi le fait de tu sais, comme repenser nos objets. Comment est-ce qu'en amont, on peut repenser nos objets pour qu'ils puissent être réutilisés dans une certaine boucle, etc. Les réparer. Réparer, c'est aussi une forme d'économie circulaire. Prolonger la durée d'utilisation, c'est bien. Exactement. Ou encore, si on pense au niveau de l'alimentation, il y a par exemple une entreprise qui fait du pain et avec des résidus de blé. C'est une autre entreprise qui collecte ça pour en faire de la bière. Ouais, exact. Fait que, c'est comme... Parfois, c'est aussi comment le déchet de l'un peut devenir une matière première de l'autre. Ouais. Ben même, il y a l'inverse aussi. Il y a la drèche du résultat de la bière pour le pain. C'était peut-être ça. Peut-être j'ai inversé. Ouais, mais non, mais je suis sûr que les deux, ça se fait en fait. Ouais, c'est ça. Puis nous, Retourne-y, on s'inscrit dans une économie circulaire dans le sens où, oui, le contenant est fabriqué une première fois, mais ensuite... Au lieu qu'un contenant soit jeté, non, on va le récupérer puis le laver pour qu'il soit réutilisé et que ça fasse une boucle, en fait, un max de boucles. Il y a 3 R, hein, c'est ça, c'est revaloriser, recycler, réutiliser. Puis il y a plusieurs autres R. Ouais, il y en a, je pense à un moment donné, j'en avais vu même genre 6 ou 7. Ouais, c'est ça, ça commence à... Je me rappelle plus c'est quoi, là, mais... mais je pense que c'est les principales. Et ensuite, tout ce qui est économie sociale. Ça, c'est l'aspect où une entreprise va d'abord privilégier l'impact social plutôt qu'un impact financier ou économique. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises dites d'économie sociale où justement, il y a de l'insertion socio-professionnelle où les décisions sont vraiment prises plus en fonction de l'humain et pas regarder juste ça va être quoi le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est rentable ou pas? T'as-tu un exemple de ça? Par exemple, d'une économie qui est plus sociale, genre? Ou est-ce que Retourne-y fait partie de ça? Retourne-y fait partie est une entreprise d'économie sociale. On est une entreprise déjà collective, sous forme de modèle coop, etc. Donc, il y a des traiteurs avec qui on travaille, qui sont aussi des entreprises d'économie sociale. Il y en a beaucoup sont sous forme de OBNL, mais apparemment, tu n'es pas obligé d'être genre une OBNL ou sans but lucratif pour être une entreprise d'économie sociale. Ah, mais c'est ça, autant que tu aies un impact social. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme justement, il y a des traiteurs qui vont... faire travailler des personnes plus éloignées du marché du travail, etc. Donc, c'est ça. C'est comment on remet l'humain, au final, au centre. Et c'est pas faire de l'argent au détriment de l'humain puis de l'écologie, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir un peu d'intersexualité. Oui, il y a beaucoup d'entreprises. Tu peux avoir les deux en même temps, totalement. C'est ça, je veux dire, mettons, moi, je pense que
un exemple de ça, justement, j'ai été pour la fête des mères au restaurant au Noir. OK. Et dans le fond, c'est les employés qui sont là, c'est des personnes qui sont justement avec des déficiences visuelles. Je veux dire, ça c'est cool. Genre, je dirais, ces gens-là ont la chance de travailler justement avec leur... Puis ça, c'est incroyable, je veux dire, comme expérience en plus, là, de réaliser que, tu sais, en plus, c'est parfait, ils sont toujours dans le même environnement, fait qu'ils peuvent toujours apprendre où sont les chaises, qui sont ci, nanana, c'est genre l'environnement parfait en plus, là. Et en plus, en plus de ça, t'es exposé justement à le client qui voit ça, je veux dire, en plus qui en fait l'expérience, puis je veux dire, après ça repose un beau regard justement au client qui va se dire, ok, il y a la réalité qui est différente, fait que moi je pense que c'est ça, je pense que, puis en plus de ça, je veux dire, c'est un restaurant qui fait de l'argent, je veux dire, quand même, là, c'est pas... Oui, ben, on pense beaucoup à des OBNL comme des entreprises, tu sais, qui ne doivent pas faire d'argent, mais c'est pas vrai, c'est une entreprise comme une autre, c'est juste, oui, il faut qu'on soit rentable, mais à nouveau, c'est pas au détriment du bien des gens qu'on dessert ou de nos employés, ni au détriment de l'environnement dans lequel on est. Puis l'important, c'est que dans le fond, les profits soient réinvestis dans l'entreprise, pour l'entreprise, dans le fond, puis pour la mission, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme la mission qui est au cœur. Et juste pour revenir sur l'économie circulaire aussi, un chiffre qui est assez intéressant, c'est que au niveau du Québec, je pense qu'on est près de... Mon Dieu, j'aurais dû préparer mieux mes chiffres avant. Ben non. Mais je pense qu'on est, si je dis pas de bêtises, on est en dessous de... Est-ce que c'est à Montréal? Bon, en tout cas, je veux pas dire de conneries, mais on est autour de 3%, je pense, en économie circulaire. Québec, Ouais, qui est en ok. économie circulaire. Et le reste, c'est toute l'économie linéaire. Donc, justement, on achète, on jette. Mais déjà, 3%, c'est quand même vraiment intéressant. Là. Moi, je pense là, que c'est un peu la mission de comme je pourrais dire ça. C'est bien, mais on est beaucoup loin en dessous aussi de la moyenne mondiale. Ah, au Québec, Ouais, ok. ouais. Tu sais y a-tu un pays qui t'as en tête qui est plus leader là-dedans, définitivement, genre, ou... Je voudrais pas m'avancer sur des fausses... J'aurais tendance à dire que quand même la France sont quand C'est même... ça, au Québec, on est à 3,5%. Ok. Ouais, de ce que je viens de voir. Puis l'économie circulaire... moyenne, là, au niveau mondial. Moi, j'aurais tendance à dire que la France sont quand même... sont souvent plus en avance là-dessus, là. Ah non? Bah après, c'est ça, je veux pas m'avancer non plus. Tu vois, au niveau du monde, on est à peu près à 7%. Ah, quand même, hein? Ouais, on est à 7%. Puis c'est ça, bah justement, l'économie circulaire, c'est vraiment une façon aussi de venir réduire notre impact environnemental. Parce que justement, tu viens réduire toute l'extraction de ressources, etc. Fait que c'est vraiment un levier hyper intéressant pour venir faire une différence. J'aurais tendance quasiment à dire que ce qui est triste là-dedans, c'est que je suis sûr que juste dans ce 3%-là, c'est juste parce que c'est payant de réutiliser certaines choses. Mettons le bon exemple, ce serait les fonderies qui veulent réutiliser les métaux pour les faire refondre, puis réutiliser, puis revendre au poids. Ça n'a pas... Je pense que dans ce 3%-là, il n'y a pas un gros pourcentage qui est réellement le but, que ça soit vraiment une mission de sauver je veux dire, les grandes entreprises de recyclage. Oui, leur mission, c'est recycler, mais leur mission, c'est c'est pas un OSB, c'est pas un OEBNL, c'est ça, exact. C'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. Il y a une face cachée en plus derrière ces entreprises-là. Il y a beaucoup de travail à faire là derrière, puis c'est un gros travail de fond, puis tu sais justement de comment les villes peuvent encourager ce genre de projet-là. Puis je pense qu'à la longue, tu sais, ça va être payant aussi, dans le sens où on le voit, tu sais, avec ce qui se passe avec les États-Unis. Tu sais, aujourd'hui, il y a peut-être des matières qu'on importe des États-Unis, qu'on est peut-être mieux de réutiliser parce que sinon ça va nous coûter plus cher. Je pense qu'à la longue, il peut vraiment y avoir une espèce de combo gagnant.
Mais parfois, c'est ça, les effets sont pas vus tout de suite ou aussi... Il y a des investissements à faire. Exactement. Je pense que le défi est aussi, premièrement, économique, justement, d'investir dans une entreprise. Mais souvent, c'est de partir, trouver les gens qui veulent le faire, veulent le faire. Là, puis en fait, c'est juste un gros changement de façon de faire, je dirais. Ouais, exact. C'est un changement d'habitude. Résistance au changement. Puis ça, c'est le plus dur à changer. Ouais. C'est comme... Nous, par exemple, au niveau des contenants, nos contenants étaient gratuits pour les restos. Puis c'était pas le fait que c'était gratuit qui, tout à coup, ils ont fait « Ah, génial, on va utiliser ça. » En fait, la résistance au changement était beaucoup plus grande. Parce que veux pas, il faut que tu y penses plus à ce contenant-là exact. et tout. C'est que pour là, ça que t'achètes un carton, tu jettes, t'as pas besoin de te casser c'est pour ça que je dis, je pense, passer à une économie circulaire, c'est juste repenser totalement c'est des changements de paradigme complets. Comment est-ce qu'on fait nos choses. Puis on peut le penser, tout le monde dans n'importe quelle entreprise où on travaille, je pense on peut faire ces changements-là. Puis, justement, moi qui suis dans l'industrie aussi musicale, enfin, je suis une artiste émergente, mais qui commence à rentrer là-dedans, je me dis, mais en fait, dans l'industrie musicale, il y a aussi un changement de paradigme à faire, puis il y a des changements à faire sur les façons de faire, tu vois. Ah ouais, comme quoi que justement, je veux dire, j'aurais pas tant... Oui, je veux dire, il n'y a aucune industrie, je veux dire, qui a zéro impact, là, tu vas dire, mais j'aurais pas tendance à penser que l'industrie de la musique, c'est celui qui est le plus endommageable. Est-ce que je me trompe? Comment tu vois ça? Comment tu te sens là-dedans? Je dirais au niveau de l'événementiel en général. Tu sais, comme un événement, c'est hyper polluant. D'abord par le transport. Ce qui pollue le plus dans les événements, c'est le transport des gens. C'est comme même ça qui pollue le plus au niveau mondial en plus. Là, donc, déjà de base. Puis ensuite, donc par exemple dans un concert, si on prend un concert. Toutes les canettes. Oui, c'est sûr, t'as tous les déchets générés, t'as tout le transport de tous les gens qui viennent. Les toilettes bleues. Les maudites toilettes bleues qui sentent pas bon. Après, t'as tout aussi les costumes. Les feux d'artifice. Les éléments de décoration. Donc, tout le transport du matériel. Je veux dire, t'as quand même beaucoup de choses où même quand on pense à des festivals, là, c'est pareil. C'est des food trucks, t'as de la bouffe. La bouffe, elle vient d'où? Je veux dire, juste notre nourriture aussi, ce qu'on mange a un impact. Ça veut pas dire d'arrêter de manger, mais c'est juste de... Mais faire le party, c'est dommageable. Faut pas, là, je veux dire... Ouais, puis en même temps, tu sais, la culture, c'est nécessaire. Je veux dire, je pense depuis que l'être humain existe, on a toujours une forme de culture, de chant, de danse. Tu sais, je veux dire, les hommes préhistoriques, ils faisaient déjà ça, tu vois. Je pense qu'on a besoin de la culture autant qu'on respire, même si malheureusement, c'est pas encore... C'est pas ce que tout le monde pense, exactement. Mais tu sais, je veux dire, juste la musique. Tu vas dans un café, tu vas travailler dans un café, c'est plus cosy un café où tu as une petite musique de fond qu'un café où tu n'as rien. Dans les boîtes de nuit, c'est la musique qui fait bouger les gens. Quand on voit les festivals là sur la place des Arts qui regroupent des milliers de personnes, c'est la musique qui rassemble tout ça. Puis je parle de la musique, mais toutes les autres formes d'art aussi sont rassembleuses. Mais je pense que c'est un besoin. Mais comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin de divertissement, si on peut dire ça comme ça, sans avoir un impact négatif sur l'endroit où on est, tu vois? Puis, moi, je me dis, est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un artiste il fasse un concert à Tokyo, puis genre le lendemain à New York, puis le lendemain à Paris? Est-ce que on parle beaucoup de repenser notre voyage, parce que ça aussi, l'industrie touristique, c'est hyper polluant au niveau des déplacements et tout ça. Mais comment est-ce que, par exemple, on peut repenser une tournée d'artistes pour que l'impact soit moindre? Puis tu sais, il y a tout l'aspect un peu de ralentir aussi. Justement, dans le voyage, on dit, ok, est-ce qu'on peut voyager en train? Moi, j'ai été à une conférence à Paris où il y avait justement un panel
sur comment certains artistes ont réduit leur empreinte écologique. Ça se fait plus facilement en Europe, par exemple au niveau des transports, mais il y avait un DJ qui avait décidé que tous ses déplacements, ça allait être uniquement en train. Ah, ouais, ok, Ouais. wow, ok. Fait que c'est sûr que ça a un impact pour toute l'équipe derrière, mais ça se fait, Mhm. tu vois. Fait que comment tu peux repenser, par exemple, ta tournée pour pas aller de grosse en grosse ville. Après, je sais que l'industrie musicale est faite comme ça, puis... mais comme je te disais tout à Ouais, l'heure, c'est un changement de Ouais. paradigme complet à avoir. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Ça veut pas. Puis tu sais, pareil, quand on fait servir de la bouffe dans des festivals, bah pareil, est-ce qu'on peut, au lieu de vendre, je sais pas, genre, du porc importé de Chine, genre du porc québécois, tiens, on en a du porc ici. Ouais, il y a une question écologique à se poser sur tous les aspects de cette industrie-là. Genre. Exact, Ouais, genre ouais. l'approvisionnement. Tu Ouais, vois. exact. Ça, c'est un élément un peu mentionné. Puis t'as des trucs hyper simples aussi, genre tu vas encore dans plein de concerts où tous les artistes ils ont leur petite bouteille en plastique, non, enfin tu vois. Apporte la tienne aussi, ouais, C'est ça, genre. t'apportes ta gourde, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment, puis on peut parler aussi de tout ce qui est un peu le côté merch. Tu sais, aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui vont vendre de la merch pour faire un complément de revenus, pour... tu sais, c'est un peu un outil marketing aussi. Tu vends une casquette avec ton nom d'artiste dessus ou le titre de ta chanson. Mhm. Les gens la portent, c'est cool, les gens la voient et tout. Mais est-ce qu'on a besoin de faire venir justement une casquette faite de Chine pour faire ta merch? Est-ce qu'on ne peut pas repenser notre merch aussi Mhm. pour peut-être faire affaire avec des artistes plus locaux, Mhm. tu vois? Demander à quelqu'un de faire de la broderie sur des t-shirts de Renaissance. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Wow, ça serait trop... Hey, c'est une méga bonne Tu sais, idée, moi, ça. Wow. je suis pas encore rendue là, mais je me dis, le jour où je vais commencer à faire de la merch, bah, j'ai envie que ma merch, elle ait le moindre impact aussi, tu vois. En tout cas, si tu fais ça avec un chandail de Renaissance, je te le prends. Je te le Cool. prends, 1000%. Ou même que chacun apporte son propre t-shirt. Je veux dire, on a tous chez nous Brodé sur le site. Bah ouais, non serait mais cool. tu sais, genre tu pourrais avoir une petite nana qui fait la... Enfin, je dis une nana, mais ça peut être un gars aussi, mais qui te brode sur le Ok, sa lieu du machine, concert. ouais. Ouais, puis qui te brode ce que tu veux. Enfin, par exemple, l'artiste pourrait choisir 2-3 trucs, puis qui le Ou brode même sur des le petits tags. t-shirt. Ouais, Tu sais, exact. des écussons, genre, qui sont Exactement. déjà préfaits, puis Ouais, elle fait juste totalement. le taguer sur ton chandail, genre. Ouais. Fait que tu sais, genre ça aussi, il y a moyen Mhm. de repenser à comment on peut faire ça. Pareil au niveau des costumes. Tu sais, il y a beaucoup aussi tout ce qui est costumes de scène, etc. Souvent, genre, Ben, tu c'est vas, genre... tu vas les utiliser pour un show ou genre Ouais. une tournée, mais après c'est tout. Bah est-ce qu'on peut justement louer ces costumes-là plutôt qu'acheter Mhm. ou les faire et ensuite, j'en sais rien moi, genre les donner à une entreprise de théâtre par exemple, tu sais, je dis n'importe quoi. Ou même de s'assurer aussi peut-être que genre de faire dans la conception du costume qu'il soit le plus réutilisable possible, genre dans plusieurs concerts, genre c'est pas juste c'est un thème des dinosaures, je dis n'importe quoi là, puis c'est juste pour cet album là, puis là il faut changer de costume, genre tu sais le but c'est que ça soit genre, tu sais mettons je dis n'importe quoi, mettons Daft Punk, c'est toujours les mêmes casques. Ouais. Tu sais, ça peut être toujours utilisé surtout le même, genre ça peut être une marque. Ouais, ça c'est peut être sûr. cool, genre. Ou je sais pas, utiliser des chutes de vêtements, d'une fabrique. Enfin, je veux dire, la ressource, il y en a partout. Après, c'est la trouver, tu vois. Mais c'est pour ça que en tout cas, je suis encore à mes débuts là, mais j'aimerais vraiment essayer de montrer qu'il y a d'autres façons de faire aussi dans cette industrie-là. Puis, avec Retourne-y, puis ma job, j'ai appris énormément de choses qui me permettent de penser comme ça aussi, tu vois. Et de savoir que ça existe, en fait, ces modèles-là, parce que quand t'es pas nécessairement baigné là-dedans ou quoi, t'y penses pas nécessairement. Ah, c'est vraiment cool ton idée de Renaissance, ça m'a vraiment resté en tête. Pour vrai, c'est vraiment cool. Ouais. Puis tu sais, il y a un autre truc que j'ai vu, bref, petit scoop, je sais pas si je vais le faire là, mais je m'achète souvent des brosses à dents. Avant, c'était beaucoup en bambou, et en fait, j'en ai découverte une. Ah. C'est incroyable. C'est fait en érable.
En érable, Ouais, OK. donc déjà, c'est du bois canadien. Ouais, OK. Et les brosses à dents sont faites à partir de retailles, enfin des chutes de bois d'un luthier, de quelqu'un qui fabrique Ben des non. guitares. Ben non. Ouais. Et là, OK, je mais suis ça tombe comme... exactement sur ce que tu fais, c'est fou! Ouais, et du coup, je me Wow! suis dit, ah vas-y, je vais peut-être les contacter pour... parce Mais qu'il y a oui! une gravure, tu vois, qui grave genre mon nom d'artiste, puis que je vende ça comme merch. Puis il y a déjà des gens qui j'en ai déjà parlé, qui m'ont dit en mode... ouais, non, mais tu vas pas commencer à vendre des brosses à dents. Puis moi, je suis Mais comme... pourquoi pas? Ah, moi, je t'en prends. Moi, je pense qu'il y a un truc. Puis en plus, genre, c'est un truc que t'as besoin. Parce que ça Mais aussi, oui! tu vois, c'est vendre de la merch pour juste vendre de la merch. Ouais, parce qu'honnêtement, des fois, je trouve que des t-shirts, ça se met pas dans toutes les occasions, là. Je veux dire, des fois, c'est bizarre, genre, Ouais. porter un truc d'un groupe de métal, mettons, tu peux pas le porter dans un bel événement, là. Je veux dire, OK, là, tu vas me dire que tout se fait, là, casual, maintenant, là. Mais moi, j'ai une graveuse laser, hein, fait que si t'achètes T'es sérieux? je te les fais. Oh my C'est god! facile, hein. Yes! Tu sais, en plus, une gravure laser, là, c'est comme un micro-ondes, là. Tu pèses sur Start, puis that's it, là. Bon, bah, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, attention, les brosses à dents. Brosse à dents arrivent. de luthier, on s'en vient. Ouais, non, mais tu sais, c'est génial. Fait que bref, il y a plein de... Il y a tout plein de façons de faire. Ben oui. Puis c'est ça que je me dis, comme... Changeons, puis ça, c'est dans nos façons de faire, mais il y a un peu aussi... tu sais, les messages qu'on renvoie dans tout ce qui est plus, je dirais... comment dire? Je reprends ma phrase. Dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont des modèles pour beaucoup de personnes. Et je me dis, en fait, en tant qu'artiste, on a une voix, une responsabilité. une je pense, responsabilité qui, selon moi, devrait être aussi utilisée pour ce genre de choses-là. 100%. Ah, mais parce qu'on veut pas, c'est la mission du siècle, là. Je veux dire, qui ne devrait pas participer à ça? Je veux dire, le but de l'écologie, puis justement de l'économie circulaire, c'est que tout est dans tout, genre. Oui, Il y a personne qui échappe à ça, genre. Totalement. Puis moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que souvent les gens disent faut faire ça pour sauver la planète, faut sauver la planète, non. En fait, mais tellement pas. Genre, il y a déjà eu, je sais plus combien d'extinctions de masse. C'est 7. Voilà. Si l'être humain disparaît demain, la planète, elle va très bien se porter. Ouais. Tu sais, c'est pas sauver la planète, c'est sauvons la race humaine, quoi. Je suis tellement content que tu me dises ça, parce que je déteste... Excusez, là, je vais le dire, là, mais ça me purge les gens qui disent qu'il faut sauver la planète. La planète, là, c'est une roche dans l'univers qui se promène. Je sais pas si les gens sont conscients, là, mais t'es dans une roche qui roule à genre 18 000 miles per hour, là, puis elle s'en fout, genre. Ouais. Puis là, peut-être les chiffres sont pas bons, là, c'est la vitesse, là, tu vas dire. Mais c'est ça, genre, je veux dire, c'est sauvons l'humanité qui est important, genre. Mm-hmm. C'est la pérennité de la race humaine qu'on Ouais. sauve, là. Puis c'est sauver l'environnement pour sauver, en fait, l'humanité. C'est ça le but, genre. Oui, puis là, malheureusement, c'est juste que nos actions, elles sont en train d'avoir des impacts sur d'autres espèces aussi, tu vois. Qui font partie de l'environnement, qui font partie de nous, en fait. Oui, c'est un écosystème. Et puis, il y a un journaliste très connu qui s'appelle Hugo Clément, que j'aime beaucoup. Je l'ai écouté à un panel. Et en fait, il donnait un peu une image que j'aime beaucoup. Il dit, l'être humain, en fait, imagine un être humain dans une maison et chaque brique représente une espèce animale ou une faune et une flore. Puis, tu sais, comme il dit, si jamais tu as une brique de ta maison qui s'enlève ou qui tombe. T'as un trou dans ton mur. T'as un trou dans ton mur, tu vas pas mourir, tu sais, comme tu vas être encore correct, mais enfin voilà. T'en verras peut-être pas nécessairement l'impact encore. Exact. Mais... Si t'as 10 briques qui tombent, ta maison, elle va encore tenir. Si t'en as 100, là, tu vas commencer à avoir genre des trous, puis peut-être ta structure va être un peu moins solide. Puis si t'en as genre 1000 briques qui manquent dans ta maison, bah peut-être que là, ta maison va s'effondrer sur toi. Ouais.
Ah, ben, c'est le point de non-retour en plus qu'on parle. Là. Je veux dire, il y a, c'est quoi, je pense que c'est 7 ou 8 systèmes planétaires, là, je veux dire, qu'il ne faut pas qu'ils brisent. Puis après, c'est le point de non-retour. Là, fait que c'est un peu, c'est 100% cette image-là, je veux dire, en plus. Ouais, puis tu sais, c'est un peu cette idée qu'on est dedans. Ouais, on pourra pas s'enfuir. Comme si justement il y a trop de briques qui tombent, ben, ça s'écroule sur nous, tu vois. Puis fait, j'aime bien voir un peu avoir cette image-là. Je trouve que ça explique un peu bien ce qu'on vit aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, genre, on dit pas sauver les abeilles juste parce que c'est cute des abeilles. Puis je trouve ça cute des abeilles. Mais tu sais, les gens, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas une compréhension un peu globale du monde. Tu sais, genre, je connais des gens, ils savent faire des calculs pour faire envoyer des trucs dans l'espace, mais ils savent même pas comment planter une carotte. Ah oui. Les maudits calculs différentiels que j'ai appris à l'université, ils me servent toujours pas. Maudits. Si belle. Tu sais, quand tu comprends que genre les abeilles et autres pollinisateurs sont là pour polliniser des fleurs qui vont te permettre d'avoir des fruits, des légumes et de te nourrir, tu comprends un peu mieux, mais on a perdu un peu cette compréhension du tout. On a perdu un peu cette connaissance du monde qui nous entoure. Puis... Les abeilles, c'est au moins une 15aine de briques, là. C'est important. Ouais. Ça ferait un gros courant d'air dans une maison, guys. Ouais. Mais j'aime l'idée de ta maison, pour vrai, c'est celle d'Hugo Clément. Puis que je trouve ça le fun parce que je me dis, tu sais, non seulement, oui, comme tu dis, la maison va s'écrouler sur toi, puis tu vas en mourir, mais il y a ceux aussi qui, je veux dire, même si tu survis à, mettons, genre la maison qui tombe sur toi, je pense qu'une image aussi que les gens ne réalisent pas, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde va mourir, mais même les gens qui vont s'en sortir vont vivre avec une nouvelle réalité. Ouais. Une nouvelle réalité de t'habites plus dans une maison avec tout l'écosystème qui prend soin de toi. Ouais. Je veux dire, tu vas devenir un peu comme un sans-abri, qui est la réalité, ça va être l'apocalypse, de justement, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça, nanana, un peu comme il y a une grosse question d'adaptation. Tu sais, aujourd'hui, justement, on est beaucoup dans des... Tu sais, quand tu vois des solutions ou des innovations en tout ce qui est environnement, etc., oui, tu as des trucs sur comment baisser notre empreinte, parce que c'est important de la baisser, mais tu as aussi la question de comment s'adapter aux changements qu'il va y avoir autour de nous et qui sont inévitables, tu vois. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité-là. Ben, comme tous les gens qui sont en Californie, puis tous les gens qui sont en Alberta, les feux de forêt, ça va devenir une nouvelle réalité, là, veux pas, là, puis c'est comme... Je pense que les gens, encore, comme tu dis, les gens ils ont perdu le sens de la globalité. Je veux dire, c'est pas à cause que t'as pas un feu derrière chez toi que c'est pas pressant pour toi, là. Je veux dire, c'est ça qui est dommage. Je veux dire, mais on dirait que, tu sais, c'est comme... Mais c'est le cas, je veux dire. Tu sais, je pense qu'il y a un aspect vraiment psychologique aussi, dans le sens où l'être humain, je pense qu'on a un peu du mal à se projeter à très long terme. Tu sais, quand il y a un impact qui nous touche pas nous personnellement, tu sais, on va pas se bouger plus que ça. Donc justement, tu sais, que je pense qu'aujourd'hui il y a un peu aussi un gros travail de psychologie, de comprendre un peu comment est-ce que le cerveau humain fonctionne, parce que tu sais, les dangers, je veux dire, justement, un homme des cavernes, pour lui, le danger, c'est quand il voyait le lion devant, puis il commençait à courir, tu vois. Il prévoyait pas que peut-être que la tanière du tigre était pas si loin. Ouais, puis je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à changer nos comportements pour quelque chose qui pourrait arriver dans le futur, on sait pas quand, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment difficile. On le voit même au niveau politique. Je veux dire, ça se peut qu'il y ait une guerre genre dans les prochaines 5-10 ans, puis déjà, personne ne fait rien, je veux dire. Puis ça, là, c'est pas mal plus proche là, que, je veux dire, les changements climatiques. Là. C'est fou. Là. Au final, tout est lié, hein, parce que la majorité des guerres, c'est à cause de ressources naturelles. Ouais, de survie. Et l'épuisement des ressources naturelles, c'est parce qu'il y a de la surconsommation et qu'on puise comme s'il n'y avait pas de faim. Puis
Là, au plus on va se rapprocher de la fin de certaines ressources naturelles, au plus il y aura de guerre, au plus il y aura de famine. Et c'est ça, moi ce que j'essaie aussi de parfois faire comprendre aux gens, c'est que tout est interrelié, l'aspect économique, l'aspect environnemental et l'aspect social. Tu peux pas les séparer, en fait, tu vois. Tout va avoir un impact de l'un et de l'autre. Mais je dirais même que c'est un diagramme de Venn où l'environnement, c'est le plus gros cercle. L'économie est dans l'environnement. C'est pas il y a une portion qui fait pas partie de l'environnement. C'est ça que tu vois les gens, en plus, on voit ça. C'est pour ça que comme j'ai un peu du mal à aussi catégoriser des gens d'écolos. Tu sais, comme oui, ils ont un comportement de vie qui fait plus attention, etc. Mais parfois, je me dis, mais pourquoi, en fait, est-ce qu'on... Est-ce que tu le fais par association? Ce mot écolo-là ne devrait même pas exister. En fait, on devrait tous se comporter puis vivre en prenant soin des autres puis de la nature. Puis bon, ça, c'est mon côté hyper... on me dit parfois, on dirait que tu viens un peu du... utopique, un peu du monde des bisounours et tout, genre. Puis je le sais, mais j'ai du mal à concevoir comme quoi est-ce qu'on ne pose pas une action sans prendre en compte les impacts que ça va avoir. Mais malheureusement, je comprends aussi que parfois, il y a beaucoup d'actions qu'on fait où on ne voit pas en fait l'impact de nos actions. Puis tu vois, nous, le plus concret, les déchets, quand tu jettes ton papier à la poubelle, tu vois pas l'impact d'après. Tu sais, si demain tout le monde allait visiter des sites d'enfouissement, puis genre... Ouais, ça passerait par l'éducation. Tu sais, comme... J'ai déjà dit ça à des professeurs. Je disais qu'aller visiter justement un dépotoir, ça devrait être une activité obligatoire à l'école. Mais totalement. 100%. Totalement. Moi, j'ai visité le centre d'enfouissement de Terrebonne, qui accueille une grosse partie des déchets de la population de Montréal. Puis c'est fou, genre là, t'arrives dans une salle, ils te montrent une carte du site. Puis ils disent, alors dans cette zone, on a les déchets de 1960 à 1970. Ah, c'est cool. Et là, t'es là, des déchets de 1960. Bah oui. Ben, ils existent toujours. Bah oui, tes déchets, ils disparaissent pas en un claquement de doigts. Puis tes déchets, ils génèrent des gaz, genre jusqu'à 30 ans après leur enfouissement. C'est pas plus, hein. Parce qu'on parle du 30 ans de les majeurs. Il y en a des mineurs qui vont rester genre sur plus que 60 ans. Là. Ouais, c'est totalement. Fou, donc, tu sais, c'est quoi l'impact de nos déchets derrière? Et ça peut être pensé comme ça avec tout, quoi. Donc tu sais, ça paraît lourd, puis je comprends qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont pas d'espace mental, tu sais, pour penser à ça. Mais c'est pour ça que pour moi, en fait, genre, l'environnement puis l'écologie, ça devrait pas être un truc à part, ça devrait être notre façon de voir le monde qui doit être comme ça puis qui doit changer comme... Il faut qu'on porte ces nouvelles lunettes-là et que dans toutes nos actions, ce soit normal, en fait, de penser à ça. Tu vois? Oui. Moi, la question que j'aurais posée par rapport à ça, justement, moi aussi, j'aimerais vraiment ça que le monde tout le monde ait ces lunettes-là. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même, ça ne devrait pas l'être, là, ce que je veux dire. Mais je pense que c'est un privilège de pouvoir penser à l'écologie parce que c'est pas j'allais dire permis, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, genre de se soucier de, je dirais, des gens à travers le monde, là, que c'est, tu sais, oui, leur impact est plus petit, parce que justement, ils ont des difficultés différentes, là. Mais je veux dire, moi, je pense que les gens qui ont le plus gros impact, c'est eux qui devraient avoir cette lunette-là, justement. Tu sais, excuse-moi, mais l'Européen puis l'Américain du Nord moyen, là, c'est peut-être ces gens-là qui devraient avoir des lunettes un peu plus écologiques, là, parce que, je veux dire, même si les Inuits en haut, là, dans le Nord, ils sont nord-américains, c'est pas eux là, qui détruisent toute la planète, là, je veux dire... Ah non, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est ça qui est fâchant, genre. C'est totalement vrai, puis... Enfin, là aussi, j'ai pas sorti les chiffres, mais on voit les rapports où, justement, tu vois que les 1% les plus riches polluent autant que, genre, la moitié de la population. Enfin, tu sais, c'est pas les chiffres exacts, mais des trucs dans le genre. Du genre classique, Taylor Swift, elle va chercher un croissant à Paris, puis elle revient chez eux, là. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Fait... Scandaleux.
c'est sûr que cette conversation-là, c'est une conversation qui a lieu dans des sociétés, au final, de surconsommation. Et c'est comme tous les travers. En fait, on s'est rendu compte que oui, on profite beaucoup, mais au détriment de plein d'autres choses. À quel prix ? Et effectivement, on est très mal placé pour commencer à dire à d'autres gens, d'autres sociétés, en mode oui, non, mais là, va falloir, vous pourrez pas prendre l'avion, vous pourrez pas faire ci, vous pourrez pas acheter ça, vous pourrez pas utiliser tout ça en plastique. C'est à votre tour de faire des trucs. Attends, c'est ça, t'as pollué en premier aussi. Exact. Genre, je veux dire, tu sais, aujourd'hui, même par exemple dans l'industrie du recyclage, on envoie nos poubelles dans les pays d'Asie et tout ça. Tu vas pas leur dire vous avez plein de déchets là maintenant, va falloir commencer à commencer à recycler. Exact, tu vois, alors que c'est nous qui balançons tous nos déchets là-bas. Donc c'est sûr que oui, l'écologie, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu des lunettes de personnes privilégiées. Et comme tu dis, en même temps, c'est notre devoir et c'est notre responsabilité, étant donné que c'est nous qui avons le plus d'impact. Et aussi, encore, à contrario, il y a des populations qui ont tellement peu, qui font un peu de l'économie circulaire et qui réduisent leur gaspillage. Exact. Pas par choix, mais par nécessité, tu vois. Tu sais, moi j'aime bien avoir un peu cette vision aussi avec la friperie. Pour certaines personnes, c'est cool. Tu sais, c'est tendance aujourd'hui, genre à Montréal, d'aller dans une fripe et tout, c'est vintage. Ça fait un peu je suis l'entreprise qui fait son coup de pouce vert un peu, mais version individualiste. Puis pour d'autres personnes, aller en fripe, c'est une nécessité parce que t'as pas d'argent. Et pourtant, tu participes à l'économie circulaire, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Donc, il y a un peu deux façons de rentrer là-dedans, par nécessité et l'autre qui est par choix. En même temps, une chance que cette option-là est là aussi. Là. Ah oui, totalement. Tant mieux. Je pense que le scénario qui serait pire, c'est que justement, les gens peuvent juste pas se vêtir tout court. Je veux dire, à un moment donné, Mais c'est pour ça que les gens, justement, qui ont le choix, faisons des choix qui font du sens. C'est un peu je vois un peu ça comme un genre tax the rich un peu genre. C'est comme justement vu que on est entre guillemets riche d'impact, je veux dire, tu sais, on fait un plus gros impact, donc c'est à nous justement de faire ça, je veux dire. Ouais, totalement. Puis même là, je veux dire, oui, on est privilégiés, je veux dire. Moi puis toi, on n'est pas les deux personnes qui ont un jet privé en même temps. Là, je veux dire, il y a un real tax the real rich, là, je veux dire. Ouais. C'est ça qui est dommage. Hein? Ouais. Fait que, non, en tout cas, mais comme tu l'avais dit, je pense que c'était avant qu'on lance le podcast, je pense qu'il y a beaucoup qui passent par l'éducation, justement. Ouais, exact. Je pense que même si je suis une optimiste dans le sens, je comprends et je sais que écoute, il y a une partie de la population qu'on ne pourra plus changer. Là, tu sais, genre, faut lâcher prise, puis essayer de sensibiliser justement les nouvelles générations. Puis, tu sais, je le vois quand même. Genre, parfois, je suis chez des amis, puis, genre, il y en a un qui dit « Ah, c'est où que je jette ça, dans quel bac ?» Tu sais, c'est marrant. C'est déjà cool qu'il y ait ce genre d'avoir un peu ce réflexe-là, tu vois. Et puis t'as des bons amis. Mais en fait, c'était même pas des amis, c'est un peu genre des connaissances vite fait. Et enfin, c'était des amis d'amis, mais je me dis, ah ok, parce qu'après, tu sais, on est un peu dans nos bulles aussi, genre, vu que je suis un peu dans ce monde-là, c'est vrai qu'il y a un peu des gens, plus exposé, c'est ça, autour de moi qui vont avoir ces réflexes-là et tout ça. Mais je pense quand même qu'au Québec, je dirais pas tout le monde, là, puis pas la majorité, là, mais on a quand même moi, je pense que quand même, veut pas, le souci de l'environnement, c'est une culture. Puis comme tu disais, la culture, c'est un besoin, genre. Je sais pas si on pense ça, parce qu'on est entouré beaucoup de personnes. Tu sais, c'est un peu les bulles, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre sur les réseaux sociaux, ça s'appelle aussi les bulles de... J'ai oublié le terme.
Les bully stories, là, tu parles? Ouais, non, mais genre, le fait que toi, puis comme tout ton entourage va avoir le même mode de pensée. Ouais, je Tu pense que vois? dire. Ouais. Et T'es, comme tu disais, t'es le résultat des 5 personnes qui t'entourent, les plus exact. qui ont plus d'impact. Exact. Ouais, je Fait comprends que ce que tu tu sais, dis, ouais. peut-être que toi, moi, on a l'impression que genre, au Québec, ça va super bien parce que les gens autour de nous font attention. Mais Non, mais peut-être qu'en même temps, on est entouré de personnes qui ont un peu la même mhm. mentalité que nous, tu vois. Non, je disais pas qu'au Québec, on avait ça. Je disais juste que je pense que ça devrait Ah oui, ok. être une culture. Ah oui, ok, oui, C'est ça que je veux totalement. dire. Ah Là. oui, Je oui, dis, oui. non, Ok, ouais. le monde est en Ok, feu, ok, là, ok. 1000%. Là, puis au Québec, on n'est pas un exemple. Je dis pas que tout le monde n'est pas un exemple, là, mais je veux dire, mondialement, comme tu disais, notre économie, c'est 3%. Je dis juste que ça devrait être une culture. Oui. C'est ça l'affaire. Parce que, comme tu disais, tu avais des amis qui viennent chez toi puis ils demandaient le bac. Ben, je veux Ouais. dire, c'est un peu comme, je veux dire, tu vas au Japon, là, puis les gens ils disent tous merci, genre. Mais ça Ouais. fait partie de la culture, cette habitude-là de le faire. Oui, exact. Mais justement, ici, je veux dire, comme tu dis, il y a des gens qui sont moins cultivés que d'autres, qui vont rentrer chez eux puis ils vont mettre leur botch de cigarettes sur le coin de la table. Je veux dire, ça fait partie d'une culture de cette famille, là. Oui, je veux dire, tu totalement. comprends? Fait que, ouais, mais je suis vraiment resté à vie, là. Fait que, même si tu es optimiste, ça veut dire que tu crois vraiment aux petites actions minuscules qui portent cet effet un peu boule de neige, je veux dire. Bah, je pense qu'on a tous des responsabilités à notre échelle. Tu sais, moi, ce qui m'énerve, c'est quand les gens ils disent en mode ouais, mais c'est les gouvernements qui doivent en faire plus. Puis les non. gouvernements ils disent ouais, mais c'est les citoyens ils font pas, puis les entreprises non plus. Puis après ça c'est joue les au tennis, entreprises qui disent ouais, c'est ça. ouais, non, Ouais. mais non, on va pas changer parce que les clients, les citoyens, on va pas changer, puis les gouvernements non plus. Puis tout le monde s'envoie la balle, puis au final, genre, il y a personne qui fait rien. Puis moi, je suis comme comme une patate chaude que personne nécessairement Ouais, veut, c'est en ça. fait. Là. Puis moi, je suis comme, rappelez-vous que dans les entreprises, puis dans les gouvernements, c'est des citoyens d'abord qui sont là, tu sais, Mhm. first. Et ensuite, on n'avance pas, on n'avance pas si on s'envoie tous la balle comme ça. Mhm. Et au final, on a chacun notre part de responsabilité. Comme tu l'as dit, ceux qui consomment un max et tout, ils ont une plus grosse part de responsabilité. Ceux qui travaillent pour la ville de Montréal, je pense qu'ils ont aussi une plus grande part de responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que toi, citoyen, t'en as pas. T'sais. Non, absolument Puis pas. tout le monde, je sais pas, ou la majorité des gens en tout cas, sont dans, je sais pas, ils vont dans une école, ils ont une job, ils travaillent dans une équipe, puis il y a des gestes, des choses, des comportements tellement simples qu'on peut mettre en place pour aller dans cette direction-là. Mhm. Puis tu sais, je comprends que tu veux pas ensuite porter la casquette écolo. Mais pourquoi pas, en fait? C'est ça, moi, je pense que c'est ça que ça prend. Faut le faire, tu sais, comme... Puis je pense qu'aujourd'hui... Enfin, en tout cas, moi, mon rêve, ce serait que, justement, on inverse les tendances, puis que ce soit rendu normal, en fait, d'avoir ces réflexes-là, puis que la personne qui n'a pas ces réflexes-là soit un peu vue comme un loser, tu vois? Oui. Mais tu sais, moi, je vais faire un parallèle qui va peut-être être bizarre, mais je veux dire, ça prend des héros, je veux dire, dans la vie, là. Je veux dire, même si les gens, je veux dire, Martin Luther King, là, j'ai pas vécu sa vie, là, mais clairement, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dit « T'es un fou de penser ça, ça changera jamais, nanana. » Puis regarde, ça reste que le mouvement, il a fonctionné. Je veux dire, il y a du travail à faire, là, c'est sûr. Ouais. Mais on s'entend que ça prend des héros fous, je veux dire, qui pensent pas comme les autres, puis qu'il faut que ça fasse avancer. Totalement. Puis t'en es une, justement, là-dedans, là. Ben oui. Merci. On est tous comme tu disais, à toute échelle. Bah, c'est ça que j'allais dire, tu sais, comme on n'est pas non plus obligé de viser grand, tu vois, mais c'est ça, genre, tu sais, j'en sais rien, moi, si t'es employeur, puis tu remarques, enfin, que t'es un employé, par exemple, puis que tu remarques que ton employeur pourrait faire un changement, bah, pourquoi tu proposes pas une suggestion, tu vois, et pas juste être dans la critique. Parce que ça, c'est facile de faire. De dire en mode ah, tu fais pas bien ça pollue, je sais pas quoi et tout. Genre, propose des solutions aussi, tu vois. Mais tu peux juste faire ça. agir par exemple. Ouais, puis justement, genre, nous, avec les contenants, c'est ce qu'on dit. Je veux dire, genre, une réunion, bah, c'est facile. Tu demandes juste à ton traiteur que ce soit en réutilisable au lieu de jetable. Et tu fais une différence, tu vois. Je veux dire, il y a des différences qui sont très petites. Et à nouveau, c'est ce que le geste représente plus que le geste lui-même, même si, oui, le geste va avoir un impact. Mais en agissant, par exemple, c'est un des plus gros impacts, justement, exact, de le faire. Ouais, exactement. Ouais. Puis, tu sais, tu montres aux autres.
Fait que, oui, totalement. Puis, à nouveau, pour revenir sur le côté plus artistique, ben, t'imagines si demain Taylor Swift, elle se promène partout avec sa tasse à café réutilisable, genre l'impact que ça pourrait avoir. Exact, c'est fou, hein? Tu sais, puis fait Je vais la DM, je vais lui dire. C'est ça que tu devrais faire. ouais. Utilise un jet réutilisable. Aussi. Bah, moins. Ouais. Mais c'est ça. Puis oui, il y a des choses. Et tu vois, il y a beaucoup de gens aussi qui voient un peu les gestes environnementaux comme des sacrifices. Tu vois, en mode non, mais si là je dois arrêter de prendre l'avion, si là je dois arrêter d'acheter ça, si là je dois arrêter d'acheter ci, en fait, ils le voient comme s'ils perdaient quelque chose. Alors qu'en fait, comme je dis, c'est pas que tu perds, c'est juste une autre façon de faire. Ouais. Et dans ces autres façons de faire, tu peux découvrir beaucoup de belles choses aussi, tu vois. Donc, c'est ça, c'est un changement de paradigme, et je pense qu'aujourd'hui, le gros enjeu, c'est comment rendre ces sujets-là sexy. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est très culpabilisateur. Puis les gens... comme on disait, c'est ça. Ouais, mais tu sais, les gens, ils aiment pas se faire dire en mode « ce que tu fais, c'est mal », tu vois. Donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut parler d'environnement sans être culpabilisateur. Ou que le sujet ait le chapeau de quelqu'un qui est lourd, de se dire encore la personne qui me dit qu'il faut que je recycle, mais je l'ai fait déjà avec ma paille au McDo. Mais va juste pas au McDo. Ouais, tu sais, c'est comment vraiment rendre ce sujet plus sexy. Puis la culture, bah, clairement, c'est un des moyens, tu sais, je veux dire, à travers des peintures, à travers des pièces de théâtre, à travers des chansons. On arrive à faire passer des messages aussi, à parler de ces choses-là autrement que par des discours culpabilisateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on joue sur l'émotion, puis l'art, c'est vraiment un bon véhicule d'émotion. Tu sais, je veux dire, l'art, ça naît de l'émotion. Excusez, je me suis cogné. Et donc, comment est-ce qu'on peut créer des changements chez des gens, mais via une émotion, tu vois, une émotion qui vienne tellement les toucher que là, ils vont se dire, ok, genre là, il faut que je change ça, ou il faut que je m'adapte, tu vois. Puis, moi, c'est ce que j'ai envie d'essayer de faire aussi, via certaines de mes chansons. C'est comment est-ce que je peux parler de ces problématiques-là sans être culpabilisatrice, tu vois, mais juste de faire réfléchir. Ouais, parce qu'on dit souvent, genre, que les gens se rappellent pas de ce que tu as... Oui, on se rappelle un peu de ça, mais souvent, ce qui fait changer les choses, c'est qu'est-ce qu'on a fait ressentir aux gens, genre. Ouais, exact. Dire, justement, tu sais, quand tu te donnes un cadeau à quelqu'un, je veux dire, oui, c'est pas le cadeau lui-même qui fait c'est comme le geste. C'est le geste, puis l'émotion qui vient avec, qui fait que tu te rappelles de l'objet, genre, en fait, genre. Puis y a-tu justement une chanson dans tes nouvelles compositions ou dans tes EP que tu veux faire dans les prochaines années qui ont un sujet plus à caractère, justement, rendre ça sexy? En fait, j'ai une de mes chansons que je travaille là sur mon prochain EP qui parle un peu des enjeux de société, un peu... l'individualisme, un peu des guerres, un peu de, justement, destruction de l'environnement et tout. Le texte est quand même assez lourd, mais je voulais amener une sorte de légèreté là-dedans. Fait que genre, j'ai demandé à mon réalisateur de me faire une instru comme un peu dansante, tu sais. Ouais, okay. Puis je me dis, peut-être les gens, ils vont genre la chanter, la danser. Ça va être catchy. Ouais, genre sans peut-être directement se rendre compte des mots qu'il y a derrière, tu vois. Et que peut-être un jour, ils vont la chantonner dans leur salle de bain, où ils vont lire le texte, puis ils vont être comme, oh shit, ça parle de ça. Mais tu sais, comme rentrer un peu avec le rythme et tout. Donc, j'ai hâte de faire découvrir ça. Puis, c'est ça, que cette chanson soit aussi quelque chose qui puisse faire démarrer des conversations, tu vois. C'est quelle artiste, là? J'ai un blanc de mémoire, mais celle qui... j'ai les colocs en tête, là, mais c'est un artiste, justement, là, qui fait qui dépique justement l'apocalypse et tout, genre
Là, puis il dit genre, j'ai mon frère, non, je suis le dernier humain de la Terre. Tous les gens qui vont m'écouter vont me dire, voyons donc, tu connais pas cet artiste-là. Là. Mais j'ai toujours des blancs de mémoire dans la vie avec les artistes. Là. Mais justement, comme les gens chantent ça. Je veux dire, les gens chantent justement, puis c'est comme, ça je fait pense, démarrer l'Amérique pleure des cowboys. les cowboys fringants. Des cowboys C'est fringants, ça, c'est exact, ça. Hein? exact. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas l'Amérique pleure la chanson là, mais les Cowboys fringants sont vraiment bons là-dedans. Ouais. Ils sont bons là-dedans pour dépicter puis justement démarrer les conversations. Moi, je me rappellerai encore avant que je fasse le podcast, je veux dire, j'avais quand même ma mère écoutait ça puis elle disait la tune elle est fun, nanana, puis elle commençait à chanter puis j'étais man, sais-tu ce que tu chantes? Genre, comme t'es en train de chanter vivement que l'apocalypse, ça va être ça, nanana, puis que mon frère est mort dans le désert, nanana. Puis là, c'est justement, ça l'a fait partir une conversation avec ma mère, puis j'ai dit, ça s'en vient vers ça, nanana, tu sais. Puis là, ça a commencé à se dire, tu sais, les enfants de mon frère, nanana, comme, ils vont vivre ça. Puis là, elle était comme, ben non, pas nécessairement, ils vont pas vivre ça, c'est dans tellement longtemps. Je suis comme, 2050, là, c'est la porte à côté, là, je veux dire... la vie est courte, je veux dire, c'est le moment maintenant, justement, de faire changer les choses. Fait que c'est vraiment cool ce que tu fais là-dessus. Là. Bah écoute, je travaille là-dessus, on verra ça va être quoi là, un peu les retombées et tout ça. Là, j'ai hâte de voir. Mais je pense que malgré tout, mon côté optimiste, bisounours de la vie a quand même espoir en l'humanité. Il y a des jours où je doute. Ah ben oui, beaucoup. on doute toutes. Mais pour de vrai, il y a quand même plein d'initiatives vraiment incroyables, genre qui naissent, puis qui essayent de justement trouver des solutions, tu sais, pour pallier à tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Je pense que ça se peut que malheureusement, il faut qu'on touche le fond, tu sais, pour se relever, mais j'espère vraiment que, genre, le jour où on aura touché le fond, on saura regarder en arrière et se dire ok, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, puis comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça le truc, c'est comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement. Mais tout va venir d'une éducation aussi, comme tu dis, qui doit être faite. Et je pense qu'il faut qu'on arrête justement de dire aux gens en mode le succès c'est d'être super riche puis d'avoir full de pouvoir, parce que c'est ça aussi qui quand tu fais justement tout au détriment du reste pour l'argent, pour le pouvoir, etc. Tu penses plus à rien d'autre, puis ça détruit tout autour de toi sur ton passage, tu vois. Puis parce que tu fais juste répondre à des besoins entre guillemets primaires de vouloir consommer. Je veux dire, au bout de la ligne, tu sais, je veux dire, manger, faire la fête, faire tous ces trucs-là, c'est entre guillemets des besoins juste entre guillemets comme substance. C'est pas substance, matériel, quoi. C'est ça, exact, ouais. Puis tu sais, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut valoriser le succès différemment, tu vois. Est-ce que plutôt de dire oh my god, genre le mec il est super riche, il est dirigeant d'entreprise, il a BMW, est-ce que ça peut pas être en mode est-ce qu'on pourrait pas mettre plutôt en avant genre les personnes qui sont riches en expérience, les personnes qui sont riches en relations sociales, parce que ça aussi, tu vois, genre je pense qu'aujourd'hui on se préoccupe moins des autres et des gens parce qu'on a un peu perdu cette connexion avec les gens, avec les autres, tu vois. Donc comment est-ce qu'on peut nourrir plutôt ces relations sociales là et puis changer un peu ce mindset de la personne genre super riche avec plein de possessions, puis plutôt quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose au niveau de ta réflexion, de tes connaissances, de ton bien-être. Tes actions, juste de réfléchir avant de le faire, parce que au bout de la ligne, c'est même si c'est réflexion, le but, c'est d'avoir la réflexion pour que ça se transforme justement dans une action qui a un impact. Genre, c'est ça qui est important. Puis tu sais, on le voit aussi aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes, j'ai l'impression, qui veulent... avoir des carrières de fou, tu sais, et on en voit beaucoup que justement ils sont en mode
en fait, moi, j'ai pas envie de faire une grosse carrière. J'ai envie de profiter de la vie, quoi, des expériences, du voyage et tout ça. Donc, je pense qu'on est en train de Shifter changer vers ça. un peu certaines choses, tu vois. Mhm. Mais à nouveau, genre, comment est-ce qu'on peut bien le faire Mhm. pour remettre la nature, l'écologie, si on peut dire ça comme ça, l'environnement et les gens au centre de ce qu'on fait, quoi. Au centre des réflexions, ouais, exact. Ouais, je Ouais. pense que tu veux dire. Puis je pense que je l'avais dit aussi au podcast d'avant. Mais tu sais, aujourd'hui, on protège ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on connaît. C'est vrai. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît plus notre environnement, on ne connaît plus nos gens autour de nous. Donc, reconnectons avec eux, avec ces gens, avec notre environnement pour apprendre à les aimer et ensuite apprendre à les protéger. Tu vois? Wow, c'est pas ce que tu dis. Voilà. En parlant de prochaine génération, puis des jeunes, justement, qui ont un peu cette perte de conscience-là, justement, dans l'environnement, comment tes chansons peuvent comme venir connecter justement cette prochaine génération-là qui, justement, désire moins de carrière? Comment tu penses aller, comment, entre guillemets, aller chercher, reach cette émotion-là, justement, comment tu peux aller connecter avec eux, parce que veux pas, on ne veut pas se le cacher, c'est la prochaine génération qui va construire la prochaine civilisation là, qui vient, je veux dire. Ouais. Puis c'est pas la génération la plus optimiste, là, on va se l'avouer non plus. Là. Puis à leur défense, l'économie est en feu aussi, autant que l'environnement. Genre. Fait que comment tu copes avec ça, justement, comment tu travailles avec cette idée-là? Tu sais, je pense que moi, la musique, ça me permet de dire des choses. Puis, j'ai remarqué qu'au plus ce que tu dis est personnel, au plus ça va rejoindre les gens. C'est parce que c'est comme des émotions très personnelles. Vrai. Oui, vrai, c'est en ça fait, qui est important. authentiques, qui vont résonner chez les gens. Donc, par exemple, dans la chanson que j'écris pour le EP, c'est genre juste rempli de frustration ultra personnelle, puis façon de voir les choses. Et c'est un peu ce qu'on te dit tout le temps dans la musique, quoi. C'est au plus tu as une émotion qui est personnelle et qui est vraie, comme tu dis, au plus tu vas venir rejoindre les gens. Donc là, c'est ce que je me dis, ok, continue à parler avec ton cœur, à parler avec tes convictions, à être aligné avec toi-même pour pouvoir rejoindre les gens. Puis j'espère qu'un jour, je pourrais aussi montrer aux gens que même si j'ai des convictions fortes, puis plein de frustrations et tout ça, je suis pas parfaite non plus. Puis aujourd'hui, justement, en environnement, tu as beaucoup de personnes qui se disent, j'ai l'impression en tout cas, qui se disent « Oh, anyway, je suis pas parfaite, je serai jamais écolo, fait que je vais quand même juste pas poser d'action. » Je give up, genre, tu vois? je give up déjà. Genre. Ouais, ou en mode... comme c'est important d'avoir une certaine cohérence. Il faut que tu sois cohérent un minimum dans tes actions, etc. Mais au moins que tu sois consciente. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je suis pas végane, je mange de la viande, mais j'ai conscience de l'impact que ça a de manger de la viande. Donc j'essaye d'en manger un peu moins, j'essaye d'en manger un peu de meilleure qualité et tout ça. Mais... De réfléchir déjà à ce que tu manges. Puis ouais, de exact. poser une Puis question. par exemple, oui, j'essaye de faire attention aux emballages, de ce que j'achète et tout ça, parce que, enfin voilà, j'ai un peu cette lunette-là, un peu du zéro déchet, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là, parce que c'est impossible d'être à zéro, tu vois. Puis oui, parfois, je vais acheter des carottes dans un sac de plastique. Je suis pas parfaite, mais genre, quand je l'achète, je suis consciente. Tu vois? Fait que c'est pas, je trouve que justement l'environnement puis l'écologie, tout ça, c'est un milieu où les gens parfois ils vont avoir l'impression que pour faire partie de ce groupe-là, faut que tu sois parfait, sinon tu vas te faire juger. Alors que ouais, parce que veux pas, je pense qu'on idolâtre en fait le fait que les gens en fait qui peuvent justement
comme on disait, parce qu'ils peuvent se le permettre, que c'est un privilège de l'être, que ça fait partie un peu comme justement, genre cette personne-là, pourquoi genre elle est court, c'est parce que justement là elle est parfaite, nanana, puis c'est comme elle prend soin d'elle, mais je veux dire, prendre soin de l'environnement, ça ne devrait pas être perçu comme ça du tout, genre, c'est ça qui est dommage, là. Je suis 100% d'accord avec ça, genre. Puis, tu sais, à nouveau, je pense que c'est Hugo Clément qui avait dit ça aussi. Il avait dit, aujourd'hui, on n'a pas besoin de 1 million de personnes parfaites. On a besoin de des milliards de personnes imparfaites. Ouais. C'est ça qui va faire la différence. Donc... Mais des personnes imparfaites, conscientes de leur impact, genre, totalement, c'est ça le but du message. Le but, c'est pas de give up, puis d'être imparfait, puis de tout brûler. Là. Non, c'est ça. C'est pas de se dire en mode, oh, de toute façon, genre, vas-y, moi, je suis pas parfaite, puis comme tu dis, de genre, juste rien faire. Mais c'est de dire, ok, qu'est-ce que je suis en mesure de faire, puis qu'est-ce que je suis en mesure de faire aujourd'hui. Puis c'est ça, tu sais, si justement, demain, j'achète mes trucs, finalement, tout rempli dans des emballages, parce que, enfin voilà, plein de conditions, tu sais, j'en sais rien. Moi, j'imagine aussi des femmes monoparentales, elles ont peut-être pas ni l'argent, ni le temps de faire tous les petits marchés pour acheter des trucs bio, zéro déchet et tout. Ok, bah va à l'épicerie. Je vais aller au Costco parce que ma famille a besoin de ça. Là, genre, que je te dise, tu sais, mais c'est ça, c'est d'avoir cette conscience-là, puis de se dire, ok, bon, bah là, je vais faire ça. Et comment tu peux faire d'autres gestes autrement, ailleurs. Ou, tu sais, pareil, par exemple, ceux qui roulent beaucoup en auto ou des trucs comme ça. C'est quoi, t'as dit? Tu sais, ceux qui prennent leur auto. Ah, qui prennent leur auto. Ouais. Tu sais, c'est pas en mode... T'es un automobiliste ou t'es un cycliste. Tu sais, c'est tout le temps comme noir ou blanc. Ouais, parce que les gens qui ont des voitures ou des pick-up là, sont full evilized un peu, là, genre c'est des personnes méchantes là, maintenant. Puis tu sais, au final, aujourd'hui, la solution, c'est un peu une solution qu'on appelle genre multimodale, ou en mode... bah pour ma petite épicerie qui est pas là, je vais prendre mon vélo. Pour aller à la pharmacie, je vais plutôt y aller à pied. Mais pour ce truc-là, bah, je vais prendre mon auto parce que c'est plus loin. Puis il faut que je transporte des trucs et tout. Et il n'y a pas de division comme ça, tu vois. Les gens voient ça un ensemble. Ouais, c'est un ensemble de solutions. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu en une journée, j'ai pris l'auto de mon chum, j'ai pris mon vélo, j'ai pris un Bixi, j'ai marché. Puis après, j'ai pris un bus, genre. Tout ça, c'est possible. Je veux dire, comme tu disais, ça fait partie de juste changer, genre, un petit truc, genre. Ouais, exact. Puis je veux dire, ce qui est dommage, par contre, c'est que c'est comme ce que tu décris, c'est quand même plus possible quand tu habites en ville. Je veux dire, oui, c'est sûr. Je veux dire, l'urbanisme en Amérique du Nord, je veux dire, veux pas, ça aide pas à se dire que si t'as pas de voiture, c'est pas possible. Ah non, c'est totalement ça. Puis tu sais, genre dommage, moi, ma mère, elle est mexicaine, puis j'ai de la famille dans le nord du Mexique. Une grosse partie de l'année fait 40 degrés. Bah, c'est sûr que je suis pas sûre que moi aussi je prendrais mon petit vélo pour faire une demi-heure à 40 degrés, tu vois. Ouais, exact. Tout est lié aussi à l'environnement où t'es, etc. Donc, mais ça fait juste prouver justement que l'augmentation de température, ça aide pas les gens à faire encore plus de petits gestes. Alors, je veux dire, ça aide pas. C'est l'effet de boule de neige de feu, en fait. Ouais, donc c'est ça un peu le message. C'est juste... arrêtons de vouloir être parfaits, faisons ce qui est possible de faire en ayant conscience de genre nos impacts et juste prenons plus de responsabilité, tu vois. Arrêtons de vivre dans le déni et juste, c'est ça, prenons la responsabilité de nos gestes, des conséquences que ça a. Et c'est sûr que tout seul, on pourra pas changer le monde. Mais c'est ça, faisons partie de ce changement de paradigme-là pour que les prochains qui naissent, naissent dans ce nouveau paradigme-là. Et en fait, et puis à se poser cette question que nous, on a. Puis ça va être juste normal. Créer une nouvelle norme, c'est ça, comme tu dis. Exact, que ça devienne normal de le faire. dans un monde où tu prends soin des gens, puis tu prends soin de la planète autour de toi, quoi. Ouais, parce que comme tu disais, exiger la perfection, c'est full anxiogène, genre et personne c'est ça n'est qui parfait. fait que ouais, c'est ça. En plus. Exact. Donc wow. C'est ça. Merci tellement d'être venu au podcast, Eva. Dernière chose, s'il y a des gens qui veulent justement utiliser le service de Rotondi, comment ils contactent, comment ça se fait, explique-nous ça.
Ils peuvent tout simplement aller sur notre site web, puis il y a l'adresse info@retondy.ca où ils peuvent m'écrire directement, geneviève@retondy.ca. Et s'ils organisent des événements, que ce soit des événements d'entreprise, j'en ai pas parlé, mais en vrai, même des événements privés, on a des gens, par exemple, qui font des baby showers, qui n'ont pas assez de vaisselle, puis qui veulent pas faire la vaisselle, fait qu'ils nous commandent genre des assiettes, des verres, des ustensiles et tout. Ok, ça peut être des petits événements comme ça quand même aussi. Ouais, vraiment. Ok, toute petite échelle, là. Ouais. Donc, en fait, dès qu'il y a un événement où il y a de la bouffe puis de la vaisselle jetable et que vous voulez, genre, la transformer en réutilisable, appelez-nous. Donc, c'est aussi simple que ça. Ou sinon, dites à votre employeur en mode pour le prochain party de Noël, là, j'aimerais que ce soit en réutilisable. Je veux dire, il y a plein d'occasions, des barbecues d'été, des sommets qu'on organise, des galas, enfin bref, j'en passe tous les événements. Donc, il y a plein d'occasions où c'est possible de faire appel à nous. Peux-tu juste me donner un exemple de genre comment ça se passe justement, genre comme décris-nous genre justement l'expérience du début jusqu'à la fin là. Ouais, souvent les gens vont me dire en mode j'ai un événement, telle date, par exemple, je dis n'importe quoi, 200 personnes, je fais appel avec tel traiteur, puis j'aimerais qu'il travaille avec vous. Et ça va être dans des boîtes à lunch ou parfois ça peut être en buffet. Par exemple. Il peut y avoir plein d'options différentes. Mettons, si on part sur les boîtes à lunch, là, le client, il va nous mettre en contact avec son traiteur. Et nous, on va... parfois, ça arrive que le traiteur, il va avoir un échantillon pour tester sa boîte dans notre contenant. Ah, c'est cool! Fait que nous, on va lui amener ou lui vient chercher un échantillon. Ça va ressembler à ça. Ouais, généralement, ça marche tout le temps. C'est juste comme lui qui s'habitue à juste une nouvelle boîte puis qui voit que c'est quand même beau. Et puis ensuite... Il y a quand même l'option de faire un free trial un peu. Là. C'est quand même cool. Qu'il fasse un test de son menu, tu sais, genre juste pour s'assurer que ça rentre comme il veut dedans et tout. Ah, c'est cool. Et puis ensuite, c'est ça. Nous, si je dis n'importe quoi, s'il y a un événement, c'est genre le 15 juillet... nous, on peut aller livrer chez le traiteur 3 jours avant, par exemple. Les consignes, en fait. Les contenants vides. Nous, on est une solution d'emballage propre. On va les livrer. La grosse majorité de nos livraisons se font en vélo cargo. En plus, wow. Ouais, pour à l'année longue. Attends, mais là, je veux dire, 200 boîtes, là, ça fit pas sur un vélo, là? Wow! Si. Et puis, on a une remorque derrière. On peut en mettre vraiment pas mal de stock. Ouais. Ah, c'est trop cool! Ouais, donc... Et ça t'engage des cyclistes, genre? Il y en a pas mal que c'est moi qui les fais. Ah ouais? OK. Il y en a d'autres, c'est une des cofondatrices, Cindy, qui les fait. Là, on a comme quelqu'un qui nous aide, mais c'est longtemps Cindy et moi qui avons fait les livraisons, puis on continue à en faire. Donc on livre chez le traiteur, lui il prépare ça, ensuite il amène les plats dans les contenants réutilisables à l'événement du client. Puis nous on peut aider aussi le client, en fait l'accompagner à mettre en place le réutilisable dans son événement, parce que par exemple quand c'est un événement de 1200 personnes, ça prend de la logistique pour récupérer tout ça. Oui. Fait que nous on a aussi un peu un service d'accompagnement et on peut aussi déployer une sorte de brigade verte pour aider aux gens au tri, gérer, récupérer les boîtes utilisées, tout ça. Expliquer même, je veux dire, c'est cool. Ouais, totalement. Donc, on récupère tout ça. Ensuite, pareil, soit on va chercher sur le lieu de l'événement ou le traiteur nous le ramène. Et là, c'est lavé. Donc, dans notre mast à plonge, on lave, ça retourne dans le vélo, on lave boum, tout ça. Ouais, c'est lavé, c'est assaini. On a une machine à laver professionnelle. Quand ça sèche, il y a un check qualité de chacun des articles réutilisables pour s'assurer que c'est bien propre, etc. Y a-t-il un swab, genre? Pas encore. On a commencé à regarder pour mettre ça en place. Okay. Là, pour le moment, c'est un check visuel. Mais c'est quand même déjà pas mal. Oui. Et puis ensuite, c'est ça, quand on a une nouvelle commande, les contenants repartent. Wow. OK. Fait que c'est pas compliqué, comme c'est une autre façon de faire à nouveau. Je pense que le mot un peu résumé, c'est juste c'est une autre façon de faire. Mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Puis justement, nous, Retondy, on se positionne un peu comme facilitateur
de la transition vers le Vous offrez réutilisable. la solution aussi. C'est ça. C'est pas juste faciliter, là, l'option existe. Vous êtes créateur de solutions tout court. Genre, oui, c'est cool, totalement. Là. Puis en fait, le mot faciliter, c'est parce que en fait, c'est en mode si tu sais pas comment faire, on t'accompagne là-dedans. Si t'as pas de quoi, on te loue les choses. Si tu sais pas gérer ta livraison et ta collecte, on vient t'aider. On vient t'aider sur ça aussi. Si t'as pas d'installation de lavage, on vient laver. Parce que par exemple aussi, on a parfois des festivals qui ont leur propre verre réutilisable, mais qui n'ont pas les installations de lavage. Fait qu'ils nous les envoient les laver. Les stations d'eau là, qui lavent les verres et tout, genre. Tu sais, parfois dans les festivals, t'as des cocktails, des bières et tout. Tout ça, c'est sale. Et après, il y a des entreprises qui nous disent en mode... est-ce que vous pouvez laver nos verres de notre festival? Puis nous, on les lave, puis on leur rend propres. Ah ouais! Ouais, donc c'est pour ça que facilitateur, c'est comme un peu le mot pour aussi, englober tout ça. On peut proposer juste l'option de lavage aussi. Donc c'est vraiment ça qu'on fait. Fait que c'est pas compliqué, c'est assez simple. Puis là, la première fois, ça prend une petite twist, puis les fois d'après, c'est comme ça devient naturel, là. Puis si vous n'êtes pas sur le site en train d'aider à ramasser les plats, à expliquer et tout, genre c'est l'organisateur qui doit reprendre tous les pots puis les remettre dans... on peut le faire. Okay. On a un service en plus, justement, de brigades vertes okay. Pour les entreprises qui ont un gros événement, puis qui aimeraient avoir de la main-d'œuvre pour les aider à gérer tout ça. Donc, ça aussi, c'est comme... En fait, on est un peu un service qu'on dit clé en main. Fait qu'il y a comme plein d'options dans notre service que tu peux prendre selon tes besoins. OK. Puis c'est payant en fait, là, je veux dire. Oui. Juste que l'argent collecté est réinvesti, comme tu disais, dans la coop. Oui, c'est sûr que nous, il faut qu'on couvre nos frais de lavage, de logistique. Exact. OK, cool. Merci vraiment, Eva, de venue justement au podcast Écologie et Société. On peut te suivre justement en tant qu'Eva Jen sur quelle plateforme? En fait, Eva Rosa. Eva Rosa, c'est vrai. Ouais, Eva Jen, c'est le nom que tu m'as donné, qui est le mélange entre mon vrai prénom et mon nom d'artiste. On t'aime. Enfin, que toi et Alex m'avaient donné. C'est vrai. Mais mon nom d'artiste, c'est Eva Rosa. Et donc, c'est avec ce nom-là qu'on peut me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et puis, sur les différentes plateformes d'écoute aussi, comme Spotify, Apple Music, etc. Puis c'est ça, l'EP devrait s'en venir d'ici la fin de l'année. Donc... Pour vrai, je te le souhaite absolument, on te lâche pas. Puis je vais essayer de t'encourager le plus possible avec les brosses à dents en laser engrave là, qui va clairement se passer. Là, je te lâcherai pas avec ce projet-là. Trop cool. Merci Foul pour l'invitation aussi. C'est toujours cool de parler de tout ça, quoi. Ben oui, fait que merci d'avoir été avec nous aujourd'hui au podcast Écologie et Société. Si l'épisode vous a interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, continuer réflexion, faire un petit 5-star review, ça nous aide vraiment beaucoup. On se retrouve sur Instagram à écologie.société pour suivre nos prochains épisodes, découvrir les ressources puis participer à des conversations. Fait qu'à la prochaine fois, suivez-nous. Merci beaucoup de contribuer à la mission. C'est vraiment un beau projet que je commence ici aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Fait que merci beaucoup. Merci. Comment t'as aimé ça? Bien, c'est cool. Ouais. Toi? Des petites framboises en plus à la fin. Ouais.